Bonjour Charles Aloncle. Bonjour, Vous merci de êtes, votre invitation. avec plaisir, vous êtes député de la 9e circonscription de l'Hérault, porte-parole du groupe à droite de l'UDR, d'Éric Ciotti, à l'Assemblée nationale. On commence avec cette annonce du ministre de la Justice. Vous la comprenez, cette menace de démissionner? J'ai l'impression que c'est simplement un coup politique pour exister face à un ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup plus l'actualité gouvernementale que Didier Migaud. Hmm. Il semblait dire qu'il avait obtenu des garanties de la part du Premier ministre. Donc en fait, j'ai quand même l'impression que tout ça est purement politique. Je m'interroge d'ailleurs sur la cacophonie qui pèse aujourd'hui sur le gouvernement. Hmm. Alors, le RN, par la voix de Jean-Philippe Tanguy, s'est exprimé au sujet de ce texte de loi jugé inacceptable. Il n'est pas question de voter pour un budget qui ne vient pas de notre parti politique. Le groupe n'exclut donc pas de voter une motion de censure, y compris issue du nouveau Front populaire, si le gouvernement persévère à vouloir appliquer des réformes technocrates, dit-il. Et Éric Ciotti s'est aligné, lui aussi. Il l'a même annoncé avant, il me semble. Il dénonce même un budget socialiste. Charles Aloncle, ça veut dire quoi? Un budget socialiste, c'est quand, alors que vous expliquez aux Français que la majorité de l'effort pèsera sur la dépense publique, en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Le Premier ministre nous avait dit que 70% de l'effort porterait sur la baisse des dépenses publiques, et on a vu que c'était parfaitement l'inverse. Hmm. Dans le document transmis au Conseil des finances publiques, et on voit aujourd'hui que l'effort pèsera sur les ménages, qui pèsera sur les retraités, qui pèsera sur les entreprises, avec près de 1 point de hausse des prélèvements obligatoires. C'est ça un budget Hmm. socialiste. Et vous envisagez donc de voter une motion de censure? En l'état, vu les dernières révélations qui ont été faites, vu l'insincérité qui frappe aussi ce budget, vu la hausse des prélèvements obligatoires, alors que la France est quand même le champion d'Europe du monde de la pression fiscale, Hmm. honnêtement, se dire qu'il a fallu attendre un Premier ministre de droite pour avoir un tel budget socialiste présenté, ça n'inspire absolument pas Hmm. confiance. Est-ce qu'on peut réellement faire mieux? Le Rassemblement national va proposer un nouveau projet de finances, un nouveau budget 2025 en tout cas. Est-ce que vous allez participer? Est-ce que vous allez contribuer à cette préparation? Le Rassemblement national est un groupe allié avec lequel on a Ouais. beaucoup d'échanges, on travaille beaucoup, donc on participera probablement. On n'a pas encore eu cette discussion avec Éric Ciotti, mais on sera très Ouais. certainement associés. On a beaucoup d'idées qu'on a déjà présentées depuis des mois. Tout ça n'est pas nouveau. Michel Barnier faisait partie de la même famille politique que nous et lui aussi poussait exactement pour les mêmes mesures et les mêmes réformes courageuses, notamment de débureaucratisation pour lesquelles on plaide. Donc nos mesures sont pour la plupart quand même plutôt connues, Mm. étaient approuvées par Michel Barnier, étaient approuvées par une partie aussi des ministres du gouvernement. Donc déjà la priorité pour nous est sur la réforme de l'État, la nécessaire réforme de l'État, et de ne pas faire peser l'irresponsabilité du gouvernement sur les Français. On a l'impression que Michel Barnier subit un peu ce budget. Alors, oui, il expliquait même, quand il a rendu sa copie, il y a quelques jours dans la presse, que son budget était plus que perfectible. Mais je trouve ça quand même particulièrement étonnant, alors qu'en plus, on a attendu beaucoup de temps pour sa déclaration de politique générale. Oui. Il faudrait voir, mais je pense que dans l'histoire de la Ve République, entre le moment où il a été nommé Premier ministre et sa déclaration, il y a eu énormément de temps. Mm. Donc en fait, on voit qu'il n'est pas à l'aise avec le budget qu'il présente, on voit que sa copie n'est pas totalement finalisée, que ses ministres sont en train de lui tirer dans les pattes. Donc tout ça fait quand même preuve d'un amateurisme plus qu'inquiétant. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont incomprises. On en parlait beaucoup hier dans notre matinale, notamment la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Il y a une coupe budgétaire colossale dans ce domaine-là, dans l'éducation nationale, alors qu'il s'agit, en tout cas pour la ministre de l'Éducation nationale toujours, de la priorité de ce gouvernement et du premier budget de ce gouvernement également. C'est difficile à comprendre. Vous comprenez cette décision? Non, on ne le comprend pas. On ne comprend pas pourquoi certains ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, sont aussi frappés par une baisse du budget, alors que derrière, il y a des symboles, même plus que des symboles qui sont très forts. L'augmentation du budget pour l'AME de plus de 100 millions d'euros. Ouais. Alors qu'on a un ministre de l'Intérieur qui nous explique que l'AME, il faudrait quand même réduire son périmètre. On a l'impression que c'est une provocation dans un pays où on a 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical. On a près de 35% de Français qui ont reconnu qu'ils ne s'étaient pas soignés parce que pour des raisons de coût. Donc voilà, il y a beaucoup de symboles. Cette pression fiscale accrue sur les entreprises, sur les retraités, sur les ménages. Et par ailleurs, on voit que cette éventuelle baisse des dépenses publiques, qui est minime, en fait, est une augmentation des charges pour les Français, les entreprises et les retraités qui est masquée. Dans les annonces de Michel Barnier, on a donc le gel
de l'indexation des retraites sur l'inflation. On a la taxe sur l'apprentissage, enfin, l'aide sur l'apprentissage qui est sucrée en partie. On a des allègements de charges, notamment sur les bas salaires, qui seraient également sucrés. Tout ça est passé pour des baisses de dépenses publiques, alors que c'est plus de charges pour les entreprises et les ménages. Alors, il y a beaucoup d'incohérences, effectivement, que vous relevez ce matin. Quelle devrait être la priorité du gouvernement, là, de ce budget en tout cas? Si j'en voyais deux, je dirais évidemment la suspension des allocations sociales non contributives pour les étrangers, en tout cas pour les 5 premières années, ou les conditionner à 5 années de travail pour les étrangers. Ça rapporterait en fonction des estimations entre 7 et 20 milliards, en fonction des types de cotisations sociales aussi qu'on prévoirait. La débureaucratisation, évidemment, qui est extrêmement importante, avec beaucoup d'idées d'ailleurs qu'on porte depuis quand même des années. Donc sur la débureaucratisation, on a la simplification du code du travail, supprimer une bonne partie d'agences de l'État, certaines ne servant strictement à rien. Je pense à l'ARCOM, je pense à certaines ARS, au CESE par exemple, à l'OFB. Et tout ça, on voit que ça pourrait rapporter des dizaines de milliards, jusqu'à 80 milliards. Je pense aux strates administratives, les départements, les régions. Quelle est aujourd'hui leur utilité, là où on pourrait se contenter d'avoir des communes, des provinces et l'échelon national? Des idées, on en a beaucoup, mais il y a un nécessaire effort sur la débureaucratisation, sur la simplification de l'appareil de l'État qui nous paraît plus que prioritaire. Oui, ça, on l'entend effectivement beaucoup. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, le groupe du Rassemblement national et le groupe à droite d'Éric Ciotti s'apprêtent à voter une motion de censure si elle est proposée, y compris si elle vient du nouveau Front populaire. Le risque, si vous votez cette motion de censure, qu'elle passe, c'est l'application du 49.3 ? C'est l'application du 49.3, oui. J'ai pas entendu encore le Premier ministre sur le sujet. C'est une bonne question qu'il faudrait lui poser, effectivement. Est-ce que d'ailleurs, vous ferez partie des... il va y avoir une QAG, là, des questions au gouvernement pendant 2 jours, je crois, à partir d'aujourd'hui, demain et mercredi. Vous allez participer à cette... Vous avez posé une question au gouvernement ? Alors nous, le groupe UDR, on a cette chance de pouvoir disposer de 2 questions au gouvernement par semaine. Excellent. Donc par rapport à la taille de notre groupe, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. Donc effectivement, on a déjà interpellé le gouvernement la semaine dernière sur la sincérité du budget. Probablement qu'on posera une nouvelle question cette semaine sur le sujet. Charles Lalonde, est-ce que vous vous préparez, comme le Rassemblement national, à une dissolution, comme le RN qui a lancé sa campagne permanente pour anticiper cette possibilité d'ici juin ou juillet 2025 ? On voit à quel point le gouvernement de Michel Barnier est une sorte de composition plus que bancale. On voit aussi que la direction qu'il est en train d'indiquer est une direction qui est quand même très inquiétante. Le budget en est d'ailleurs une première illustration, sur lequel d'ailleurs on ne l'attendait pas. On pensait que Michel Barnier ferait preuve de beaucoup plus de courage et de responsabilité sur ce premier exercice gouvernemental, et en fait, il n'en est rien. Donc je pense, malgré tout, même si en tant que député, c'est jamais très confortable de vivre avec cette épée de Damoclès et se dire qu'il y aura une campagne dans 1 an, et je pense que malgré tout, il faut s'y préparer. Je pense que c'est aussi une pression, une vigilance dont il faut faire preuve à l'égard du gouvernement pour qu'ils corrigent leur copie. On a vu que sur certains sujets, ça pouvait porter ses fruits. Donc il faut montrer aussi au gouvernement qu'on est vigilant. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme après la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. À droite, le RN a même estimé qu'il n'était apte à prendre sa carte au Rassemblement national. Aujourd'hui, on a l'impression que cet enthousiasme s'est un peu amoindri à cause justement des moyens qu'il n'aurait pas pour appliquer sa politique. On sent en tout cas que, vu justement la présentation de ce budget, que finalement rien ne sera fait pour que Bruno Retailleau puisse appliquer sa politique sécuritaire, liée à l'immigration également. Vous êtes dans quel état d'esprit lorsque vous l'entendez ? Ça donne tout à fait cette impression. On a un Bruno Retailleau qui joue sa partition. Peut-être d'ailleurs que ça a été convenu avec Michel Barnier, mais on a derrière beaucoup de symboles politiques, notamment de la part du garde des Sceaux, alors que le ministère de la Justice, on sait à quel point il est important dans le respect de la chaîne pénale. On voit que le ministre de la Justice a des propos parfaitement inverses de ceux de Bruno Retailleau. Le président de la République et Michel Barnier, de la même façon. Sur le sujet de l'immigration, Bruno Retailleau nous explique que l'immigration n'est pas une chance. Le président de la République et le Premier ministre s'en mêlent pour contredire le ministre de l'Intérieur. On le voit sur l'AME. Bruno Retailleau nous explique que l'AME, en fait, il faudrait faire preuve de davantage de responsabilité, réduire le périmètre. Et en fait, on a tout l'inverse qui est en train de se produire dans le budget, avec une augmentation de plus de 100 millions d'euros. Donc en fait, tout ça semble montrer à nouveau qu'on est dans le cœur de l'ADN du macronisme, une forme d'en même temps qui conduit tout simplement à une impuissance. Et on en a marre depuis plus de 7 ans de vivre cet éternel casting, cette éternelle
épisode politique où en fait ce ne sont que des mots et les actes tardent à venir. Et en même temps, une nouvelle loi immigration devrait être proposée en 2025, c'est une bonne nouvelle? Alors, à voir, parce que nous, Ouais. ça fait longtemps qu'on arrête de juger uniquement sur les propos. Il faudra voir sur les actes, il faudra voir le contenu de cette loi immigration. Mm. C'est forcément une bonne nouvelle parce que, vu la censure Ouais. qui avait frappé la précédente loi, il y a beaucoup de sujets à remettre aujourd'hui dans une réforme, en tout cas, est nécessaire. Mm. Après, voilà, il faudra voir ce qu'elle inclut. Il faudra voir aussi l'action du Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes un référendum pour que les Français se prononcent de façon souveraine. D'ailleurs, je crois que Bruno Retailleau est favorable à un référendum sur l'immigration. Oui, oui, Ouais. absolument. Mais de toute façon, Bruno Retailleau adopte Oui, à c'est peu vrai. près les pans de notre programme, adopte Ouais. les propos qu'on tient depuis des mois. Mais après, j'ai quand même vraiment l'impression qu'il sera empêché. Mm. Et donc, début d'année prochaine, on aura un peu plus de clarification sur l'état de cette loi immigration. Oui, justement, sur la loi immigration et sur l'immigration en général, à un moment donné, on disait beaucoup, oui, mais l'Europe nous empêchera, la CEDH nous empêchera. Et finalement, aujourd'hui, on voit des États européens j'allais dire qui se soulèvent, c'est peut-être un peu gros quand même, mais en tout cas qui imposent à l'Union européenne certaines lois. On pense à la Pologne avec le droit d'asile, à l'Allemagne avec la double frontière. Ça aussi, ça ouvre des perspectives pour la France. Bien sûr, on a beaucoup de voisins européens, y compris avec des gouvernements socialistes qui mettent en place des réformes de bon sens, Mm. euh, loin d'ailleurs des injonctions de l'Union européenne avec des symboles qui fonctionnent. Mm. Euh, donc, et Bruno Retailleau dispose d'une palette notamment réglementaire qui lui permet d'agir maintenant sans même passer par la voie législative. Il l'a dit, il le Ouais. sait. Donc nous, on le jugera là-dessus. Il y a une question de volontarisme politique. Mm. Je trouve que c'est trop facile de se défausser systématiquement sur l'Union européenne, sur Ouais. voilà. Et à un moment donné, quand vous êtes aux affaires, vous pouvez passer un certain nombre de directives auprès des préfets. Vous pouvez agir sur beaucoup de leviers. Donc on attend ça de la part du ministre de l'Intérieur. On attend des actes. On ne le jugera que là-dessus. Et il sait qu'il pourra compter sur nous aussi sur la voie législative. Mm. Charles Lalonde, on célèbre, enfin on commémore plutôt la mort de deux professeurs là, ces jours-ci, Dominique Bernard dimanche et puis Samuel Paty demain, tous deux assassinés par des islamistes devant leur établissement scolaire ou dans leur établissement scolaire pour Dominique Bernard. Est-ce qu'on a avancé sur ça, sur la laïcité à l'école, sur les moyens donnés aux professeurs pour imposer cette laïcité, pour faire respecter la loi, même si c'est pas vraiment aux professeurs de faire respecter la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Quel est votre sentiment Moi, j'ai là-dessus? pas l'impression qu'on avance. Je suis même un peu défaitiste. J'ai l'impression qu'on recule quand on voit que un hommage à Samuel Paty, à Dominique Bernard dans les classes a été refusé. Ouais. Quand on voit que la ministre en fait nous explique pour un incident similaire avec des propos très convenus qu'il s'agit d'une entorse à nos valeurs, sans définir Mm. la menace de l'islamisme Mm. qui doit être définie. On doit définir l'ennemi pour y voir plus clair et avancer correctement. Quand on voit que, en fait, des entorses à la laïcité, enfin des entorses à nos principes, il y en a chaque jour, que les proviseurs sont obligés de les taire, de peur de devoir déménager, de peur de devoir changer de profession, comme Mm. il a pu l'arriver à certains proviseurs qui ont été menacés de mort. Quand on voit aussi l'absence de discours politique fort au sommet de l'État et de la part de ministres, tout ça, moi, m'inquiète énormément. Mais comment vous l'expliquez ça? Parce qu'en même temps, le sujet de l'immigration, la laïcité, de l'entrisme islamique, on en parle. C'est devenu quand même un sujet de société. On en parle beaucoup plus facilement aujourd'hui, depuis assez peu de temps, en fait, depuis les 5 ans minimum. Et en même temps, on a effectivement un discours qui va complètement à rebours du sentiment des Français, de ce dont on parle au Café du Commerce. Pourquoi cette obstination de la part d'un gouvernement et d'une opposition radicale de gauche? Pourquoi ça perdure tout ça? Alors C'est que la, le réel frappe, quoi. c'est la stratégie Terra Nova qui s'est concrétisée dans la voie portée par un Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui de façon largement décomplexée, de changer de corps électoral à gauche parce que démographiquement, électoralement, ça rapportera bien plus dans les urnes. Mm. C'est une stratégie qui, on le voit, est en train de contaminer une partie du bloc central. Ouais. D'un Gabriel Attal qui avait fait de la lutte contre la baya une priorité et qui aujourd'hui nous explique que la loi immigration, c'est le cadet de ses soucis et que la France n'en a pas besoin. Mm. Et donc je pense qu'en fait, cette stratégie électorale qui repose sur une démographie
implacable que Jean-Luc Mélenchon théorise publiquement, officiellement dans la rue, va progressivement contaminer notamment le bloc central. Et c'est pour ça qu'on a une forme d'impuissance à la tête de l'État. Jean-Luc Mélenchon, vous jugez qu'il est dangereux ? Il est profondément dangereux. Il n'y a pas que lui, il y a aussi tous ces affidés de la France insoumise. Moi, j'ai essayé de me battre, notamment à la suite de l'attentat de la synagogue de la Grande Motte qui a frappé ma circonscription, pour qu'un certain nombre de propos que peuvent tenir ces élus insoumis parfaitement irresponsables soient pénalement tombent sous le coup de la loi. Ça a été le sens d'une proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon est une menace pour notre démocratie, est une menace pour la France, tout simplement. Et il serait temps que la droite réussisse à désigner son ennemi. Il serait temps, par exemple, que les Républicains arrêtent de parler matin, midi et soir du danger que ferait peser hypothétiquement le Rassemblement national, mais comprennent vraiment d'où vient la menace pour la France. Quel avenir, quelle suite vous donnez justement au parti Les Républicains classique, entre guillemets ? Moi, chaque semaine supplémentaire me condamne à ne pas comprendre leur stratégie. Laurent Wauquiez, je ne sais absolument pas ce qu'il attend, ce qu'il souhaite. Je siège en commission des affaires économiques. Et encore la semaine dernière, on a eu la preuve de l'irresponsabilité de ce parti parfaitement à la dérive. En commission des affaires économiques, il y avait le choix entre une candidate de la France insoumise ou une candidate du bloc central, enfin Stéphane Travert. Et Laurent Wauquiez a donné pour consigne à ses députés de son groupe de voter ou de s'abstenir pour la candidate de la France insoumise, si bien qu'on s'est retrouvé avec une insoumise à la tête de la commission, présidente de la commission des affaires économiques. Sujet quand même fondamental, majeur. On sait à quel point le communisme ou le marxisme ou l'altermondialisme n'est absolument pas la solution pour le tissu entrepreneurial français. Et donc aujourd'hui, Aurélie Trouvé est donc bien présidente de la commission des affaires économiques, élue grâce à l'abstention et à quelques voix de Laurent Wauquiez et de son groupe. Elle ne s'y attendait même pas. Elle a réclamé une suspension de séance pour faire un discours parce qu'elle-même a convenu qu'arithmétiquement, elle ne se voyait pas présidente de la France insoumise, donc présidente de la commission des affaires économiques. Donc on voit à quel point l'irresponsabilité de ce parti qui, un coup, est soi-disant dans l'opposition, mais dans le même temps s'inscrit dans la majorité, nous explique qu'ils vont participer au gouvernement, mais qu'en fait que non, il n'y aura pas de coalition gouvernementale. En fait, ils ont beau être peu nombreux, ils ont beau avoir fait à peine quelques pourcents, ils font beaucoup de mal aussi à la vie de la démocratie et à l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est complètement lunaire. On arrive au terme de cet entretien. Charles Aloncle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les débats commencent aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le budget. Ils ont commencé hier, il y a eu un premier débat en hémicycle et ça se poursuit aujourd'hui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Bon courage pour ces débats et à très bientôt.